Mes chers concitoyens, il y a plusieurs moyens de définir l'Europe. Géographique, bien sûr. L'Europe est un continent composé de nombreux pays, dont la France. C'est aussi une civilisation, une histoire, une culture, depuis que les peuples originels et les invasions successives ont laissé la place à l'ordre romain et à la religion catholique. C'est aussi une histoire de famille, puisque les familles régnantes de toutes les époques ont essaimé dans tous les pays, en Europe et au-delà. Pour autant, l'être humain a besoin d'une identité, il est né quelque part. Si l'individu se fond d'abord dans sa famille, la famille dans son village, le village dans sa région, les régions sont réunies en pays, et les pays d'Europe se sont souvent opposés au cours des siècles. Car l'Europe, c'est aussi la politique. Besoin de possessions nouvelles, des richesses du pays voisin, ambition familiale, querelles religieuses, alliances dangereuses. Les frontières se sont constituées peu à peu. Les vastes royaumes, empires ou territoires, empire romain, empire de Charlemagne, empire des Habsbourg, empire guerrier et fugace de Napoléon, ont toujours été ramenés aux limites de ce qui devenait dans le même temps des nations. Après les guerres suicidaires pour l'Europe du XXe siècle, qui ont vu le déclin de notre continent et l'émergence de puissances telles que les États-Unis, l'Inde, la Chine ou ce qui fut l'Union soviétique, l'Europe doit espérer conserver ses frontières intérieures tout en développant son marché afin de retrouver sa prédominance. C'est dire que, étant bien compris tous les points qui nous unissent, que j'ai évoqués ci-dessus, les peuples doivent néanmoins conserver leur identité et leurs coutumes, et pourtant nos pays doivent travailler entre eux de façon préférentielle. Une certaine Europe politique devra voir le jour, sorte de charte internationale définissant les conditions d'appartenance ou d'exclusion. Les États resteront indépendants, dirigés par l'exécutif qu'ils se seront choisis, royaume, république, et souverains dans leurs décisions. Ils seront, comme à présent, soumis au régime démocratique. Ainsi, un pays comme la Turquie, qui déjà n'est pas dans l'Europe géographique, ne peut entrer dans l'Europe politique. Selon le principe de subsidiarité, les États concluront entre eux des accords de coopération préférentielle entre pays européens, tels sur les plans de l'environnement, de l'industrie, de la monnaie, de la sécurité, du droit, des affaires extérieures, de la défense, etc. Savez-vous par exemple qu'aujourd'hui un élève pilote de l'aéronavale doit aller se former aux États-Unis, car nous n'avons qu'un seul porte-avions et ne pouvons nous permettre de l'immobiliser en dehors des longs mois passés en entretien. Nous devons pouvoir former nos élites en Europe si la France seule n'en a pas les moyens. Il s'agira là, certes, de transferts volontaires de souveraineté, mais ils seront réversibles, l'État qui voudrait toutefois se retirer pouvant être appelé à verser une pénalité. Ainsi, par exemple, l'Europe doit-elle parler d'une seule voix dans le concert international? La nécessité d'obtenir pour chaque événement international la déclaration unanime de tous les dirigeants ruine totalement la politique extérieure de l'Europe. Elle doit disposer d'une commission européenne des affaires étrangères, dotée d'un président, dont la mission sera celle du porte-parole de la politique internationale de l'Europe. En matière de défense, le principe de subsidiarité joue déjà, en ce sens que la France est le principal pourvoyeur d'armées déployées à l'extérieur. Dans ce cas précis, il devrait obligatoirement y avoir contrepartie financière. Chaque pays européen doit disposer d'une force armée intérieure afin d'assurer la sécurité de son territoire. Mais, et le sujet est délicat, l'Europe doit aussi se doter d'une force armée capable de fonctionner en commun, grâce à de fréquentes manœuvres d'entraînement et à un état-major européen. Comme pour le programme Erasmus, les élèves officiers volontaires pourront suivre une partie de leurs études dans les écoles militaires européennes afin d'intégrer cet état-major. Ils relèveront cependant toujours de l'autorité de leur pays d'origine. En matière d'écologie, l'unité est elle aussi indispensable, et ceci comprend la recherche commune vers de nouvelles sources d'énergie qui nous rendront indépendants des ressources carbone, en particulier du pétrole moyen-oriental ou encore du gaz russe. En matière de droit, en revanche, il ne doit pas y avoir un recours supérieur au droit national. Faut-il conserver l'accord européen?
Si oui, alors un dernier recours national doit émettre un dernier jugement. Le Royaume de France connaissait plusieurs droits suivant la nature des États. Il en sera de même pour l'Europe. Le droit ultime en France doit rester le droit français. En termes de législation du travail, l'Europe, ayant pour objectif la richesse à venir de tous les États qui la composent, la législation sera celle du pays où exerce le travailleur. Rémunération, durée du travail, charges sociales, impôts prélevés à la source, y compris bien entendu pour les travailleurs étrangers. Cette législation devra s'uniformiser au fur et à mesure du développement et de la progression des économies nationales. En matière de monnaie, il est clair que l'Europe, voulant être une entité économique forte, rendue visiblement nécessaire par la nouvelle politique trumpiste aux USA, elle devra conserver l'euro comme monnaie commune. Cependant, certaines régions d'Europe testent avec succès des monnaies régionales qui viennent à l'aide des entreprises locales. Pourquoi ne pas permettre aux États qui le désirent l'utilisation d'une monnaie nationale adossée à l'euro? Ce choix rendrait une certaine souplesse à l'intérieur de l'Europe, permettant un ajustement des monnaies nationales face à l'euro et une meilleure compétitivité à certains pays comme la Grèce et l'Espagne. Les sujets intéressant la construction européenne sont nombreux. Je ne vous en ferai pas une liste exhaustive, sans quoi cette vidéo pourrait durer 1 heure. Nous devons savoir que nous avons besoin de l'Europe, mais que celle-ci doit nous laisser libres. L'Europe doit cesser d'inventer un nombre incroyable de normes qui alourdissent de façon insupportable la vie des entreprises et des citoyens, et qui la rendent détestable. L'Europe, c'est et ce doit être un projet commun, organisé autour des frontières géographiques d'une communauté de religions et de cultures. Elle doit être une chance pour ses ressortissants, et doit leur apporter la même protection que la nation à laquelle ils appartiennent. Vive la France!